Là, la situation est renversée. Avant, nous avions une situation où les Iraniens se laissaient courtiser. Et là, maintenant, oui, vous avez les Iraniens qui, eux, font des déclarations et qui disent à l'Amérique, aux Européens, reprenons les négociations. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Avi Pazner. Avi, bonjour, Boker Tov. Bonjour, Boker Tov, Daniel. Merci d'être avec nous. Chag Sameach, d'ailleurs, on peut se souhaiter Chag Sameach à l'occasion de Hanouka, bien entendu. Et on voudrait justement parler avec vous d'un régime un peu, on va dire, obscurantiste, puisque c'est celui de l'Iran, qui multiplie les déclarations. Alors on a un peu du mal à comprendre ce que veulent les Iraniens actuellement, mais hier, le proche conseiller au leader spirituel de l'Iran, Ali Khamenei, qui est un ancien ministre des Affaires étrangères iranien, a affirmé que l'Iran disposait de la capacité nucléaire, mais qu'il n'avait pas l'intention de l'utiliser. Et puis on a le sentiment, à travers ces déclarations, que les Iraniens, soit sous l'effet de la révolte, de la protestation qui se poursuit, soit sous d'autres effets, peut-être liés à leur proximité avec l'Iran, avec la Russie, eh bien, pourraient revenir à la table des négociations. Est-ce que d'abord, vous pensez qu'il peut y avoir un changement de conjoncture et que l'on puisse retrouver des Iraniens à la table des négociations qui seraient demandeurs d'un accord de Vienne ? C'est toujours possible, Daniel, c'est toujours possible. Mais je crois que quelque chose est changé là. Parce que encore il y a quelques mois, l'année dernière, il y a encore quelques mois, c'est les Américains et les Européens qui couraient après l'Iran et qui essayaient justement de convaincre l'Iran de reprendre des négociations avec des propositions assez alléchantes. Et puis il s'est passé quelque chose. Premièrement, l'Iran a dit non à toutes ces propositions, car comme bon négociateur, il pensait, oui, les propositions sont bonnes, mais celles qui vont suivre seront meilleures encore. Et puis, et surtout, il y a eu cette coalition russo-iranienne, coalition militaire, dans laquelle l'Iran fournit des armes à la Russie pour sa guerre en Ukraine, c'est-à-dire renforce la machine de guerre russe, qui, comme vous le savez, est très mal en point, et permet aux Russes de continuer leur offensive sur l'Ukraine. Deuxièmement, il est possible que eux aussi, les Iraniens, reçoivent ou bien peut-être des secrets militaires russes sur la bombe atomique, mettons, ou sur d'autres choses, sur les missiles iraniens. Enfin, il y a maintenant toute une coalition russo-iranienne, toute une alliance russo-iranienne qui dérange énormément, évidemment. Dérange à Washington, dérange à Paris, dérange à Berlin, dérange à Londres. Ça dérange. Vous voulez dire que de facto, aujourd'hui, c'est-à-dire ce sont les Européens, les Américains qui n'ont pas l'intention de revenir à la table des négociations en sachant que l'Iran est aujourd'hui l'allié prioritaire, privilégié, on va dire, de Poutine ? Je ne sais pas s'ils ne veulent pas revenir à la table des négociations, oui. Ça serait peut-être trop dire, mais qui ont, oui, des hésitations et des secondes pensées, absolument, absolument. Là, la situation est renversée. Avant, nous avions une situation où les Iraniens se laissaient courtiser et disaient oui, non, on ne veut pas. Et là, maintenant, oui, vous avez les Iraniens qui, eux, font des déclarations comme celles que vous mentionnez, mais d'autres encore, et qui disent à l'Amérique, aux Européens, reprenons les négociations. Et ça, c'est le nouveau. Et vous avez mentionné tout à l'heure un autre facteur qui est très, très correct, à mon avis, c'est la situation intérieure en Iran. On voit comment cette flambée de protestations antigouvernementales, spécialement des femmes, mais pas seulement des femmes, ça a entraîné beaucoup d'hommes aussi, qui dure depuis maintenant des mois, 2 mois, je crois,
et qui n'a pas l'intention de s'en aller et que l'Iran n'arrive pas à maîtriser, ça aussi c'est un facteur. Et vous voyez là un affaiblissement, certainement un affaiblissement du régime des ayatollahs. Et donc il est possible que pour toutes ces raisons, les Américains et les Européens ne sont pas pressés de reprendre les négociations, même avec les menaces de l'ex-ministre de l'Affaires étrangères qui disent que l'Iran est capable de produire une arme atomique. Moi, je le crois. Je le crois que si l'Iran décide en quelques semaines, ils peuvent produire une arme atomique. C'est pour ça que toute cette histoire d'accord avec eux, c'est complètement farfelu. Ils feront ce qu'ils veulent. Mais c'est, à mon avis, une bonne chose qu'il n'y ait pas d'accord, que l'Iran reste le pestiféré du Moyen-Orient, que des sanctions très dures sont appliquées contre l'Iran, qui se trouve dans une situation économique et sociale difficile pour le régime, qui peut-être même, je ne veux pas aller trop loin, peut-être même ébranle le régime. Je ne veux pas aller trop loin, je ne sais pas. Mais en tout cas, l'affaiblissent. Et je crois que pour Israël, et je crois aussi que pour l'Amérique, pour l'Europe, c'est une bonne chose. L'affaiblissement du régime des ayatollahs est une bonne chose. Alors, je voudrais aussi revenir sur un autre sujet qui a été débattu cette semaine, c'est l'extradition, on va dire l'expulsion de Salah Hamouri, cet avocat terroriste qui est affilié au FPLP et qui est considéré en France comme un défenseur des droits de l'homme et qui est considéré en Israël comme un véritable terroriste puisqu'il a été incarcéré en prison, libéré dans le cadre de l'échange avec Gilad Shalit. Je voudrais surtout avoir votre impression en tant qu'ancien ambassadeur d'Israël à Paris sur le fait que la France condamne une telle expulsion et semble vouloir lancer un carton jaune, si l'on peut dire, dans la conjoncture de la Coupe du Monde à l'État d'Israël en disant non, nous nous opposons farouchement à ce genre d'initiative. Est-ce qu'il y a derrière la position de la France, du Quai d'Orsay aujourd'hui, à votre avis, une sorte de volonté de saper une forme de légitimité du gouvernement qui a été élu en Israël, du gouvernement de Binyamin Netanyahou, qui inquiète, on va dire, les chancelleries en Europe ? Écoutez, premièrement, ce n'est pas le gouvernement de Binyamin Netanyahou qui a décidé. Bien sûr. C'est le gouvernement de Lapid. Et à mon avis, cette action, elle est juste. Il s'agit là d'un terroriste français, de nationalité française, qui a perdu son droit ici de domicile, de résidence en Israël. Il l'a perdu, non pas parce qu'il était avocat de droit humain, mais il l'a perdu par son engagement dans le terrorisme. C'est un terroriste qui avait été arrêté, qui avait été libéré dans le cadre de Shalit, qui a signé une obligation de sa part de ne pas prendre part à des actions terroristes dans le futur et qui a tourné le dos à cette obligation et s'est impliqué encore une fois dans la planification d'actes de terrorisme contre Israël. Donc, ce n'est pas le gouvernement qui lui a fait perdre sa résidence en Israël. C'est la Cour de justice israélienne, qui est bien connue pour son indépendance. Et qu'est-ce qu'on peut faire quand quelqu'un est là, qui n'a pas de permis de résidence, qui est français, dont la famille d'ailleurs vit en France, la femme et les enfants de ce terroriste ne vivent pas à Jérusalem. La famille de Hamoura vit en France, donc il va rejoindre sa famille. Quoi de plus normal? Il devrait être content. Mais bien sûr, il l'emploie pour une propagande anti-israélienne. Et le Quai d'Orsay, qui lui aussi est connu malheureusement pour ses positions non favorables à Israël, a ici une condamnation. Et je dois dire en toute vérité, Daniel, que je suis un peu étonné que le ministre des Affaires étrangères israélien n'a pas répondu. On devrait répondre. On devrait expliquer, on a nos raisons. Ce n'est pas un caprice de la part d'Israël.
c'est une situation juridique qu'il faut solutionner. Et donc, je m'attendais à une réponse du ministère des Affaires étrangères, mais peut-être tout le monde maintenant est occupé à d'autres choses, elle n'est pas venue. En tout cas, moi, en tant qu'ancien ambassadeur, je rejette cette condamnation du Quai d'Orsay. Absolument, je la rejette. Et elle n'a pas de place dans les relations entre la France et Israël. Et il faut rappeler d'ailleurs le paradoxe, c'est que le FPLP auquel est affilié Salah Hamouri est une organisation considérée comme terroriste par l'Union européenne, par la France. Vous avez absolument raison, Daniel. C'est pas seulement nous qui disons que FPLP est une organisation terroriste, comme le Hamas d'ailleurs, qui lui aussi est considéré comme organisation terroriste par l'Europe, par l'Union européenne. Lui, Hamouri a œuvré pour des organisations qui sont reconnues comme telles, terroristes, qui sont reconnues comme telles par les autorités françaises elles-mêmes. Donc, mais encore une fois, je dois dire, venant du Quai d'Orsay, ça ne m'étonne pas. Il y a là-bas malheureusement des éléments qui n'aiment pas beaucoup ni Israël, ni sa politique, ni la politique présente de ce gouvernement. Et je m'imagine évidemment que la politique future du nouveau gouvernement et cherche l'occasion, quand il la trouve, de condamner Israël. Et encore une fois, je dis, il y aurait dû y avoir une réponse israélienne. Eh bien, Avi Pazner, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre ce matin à nos questions sur ces deux dossiers diplomatiques, on va dire l'Iran et puis le dossier de Salah Hamouri. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Bonne fête de Hanouka et à bientôt. Merci Daniel et Chag Sameach. Bon Hanouka.